Nos amis les Bucks. Les daims. Yes sir. Les élans. Les gens de la famille des cervidés. Tout à fait. Comme on dit. En direct du Wisconsin. Oui. On s'installe peinard pour se faire déjà un petit coucou de début de semaine, apéro spécial Milwaukee, car oui, il faut qu'on parle des Bucks, il y a plein de choses à dire, vous connaissez le classique, on s'installe. Hier, il y avait un petit épisode du Top 100 All-Time, mais oui, évidemment qu'il faut qu'on parle des Bucks, beaucoup de choses à dire positives, un truc, vas-y, continue. Plein de débats, plein de petites interrogations, donc les fans évidemment de Milwaukee, qu'ils soient anciens ou récents, vous pouvez bomber le torse et vous frotter les mains. Et les curieux et curieuses, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça en ce moment, car oui, les Bucks sont hot like fire, et il faut vraiment qu'on en parle, en long et en large. Ah bah là, ce qu'on disait à l'instant en off, quoi. C'est-à-dire que on est tous là en train de pas mal parler du très bon niveau de jeu des Raptors sans Kawhi. D'ailleurs, ça méritera peut-être un petit apéro, c'est un de ces quatre. Il y a eu l'excellent début de saison des Celtics, on en a parlé la semaine dernière. On les a mis en corrélation avec les Lakers et tout, chacun qui domine sa conférence. Et les Sixers, qui ont été au cœur de beaucoup de gens les voyaient en tête de l'Est parce que Horford, parce que Josh Richardson, parce que défense de ouf, machin, tout ça. En fait, c'est Milwaukee. Sur ce début de saison, là, on en est au 20% de la saison, quoi. On n'est pas encore au quart, mais on arrive gentiment au quart. La meilleure équipe de l'Est, c'est Milwaukee, et Milwaukee, c'est la deuxième ou troisième meilleure équipe, enfin c'est le top 3 équipe de la ligue. C'est ça, parce que quand on regarde sur le pur bilan, il y a les Lakers et les Nuggets qui regardent droit dans les yeux, juste de bilan pur, mais quand tu joues Milwaukee en ce moment, putain, c'est très très compliqué, quel que soit le mode de jeu en fait. Et donc pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, Milwaukee c'est marrant, c'est comme si leur saison régulière l'année dernière avait été hyper impressionnante, Giannis MVP, System Buzzer, les 2 premiers tours de playoff incroyables, et la désillusion était telle, en fait, en finale de conférence face à Toronto, qu'on les a quasiment pris pour acquis. On a un peu oublié. Et on a carrément zappé en fait qui est Giannis, qui est Bud, et comment fonctionne cette franchise en fait. En fait, on a été tellement déçus, ou en tout cas il y a eu tellement de critiques qui se sont abattues sur Giannis après la finale de conf et sur les Bucks, et sur le coaching de Bud, 2-0, et blablabla, qu'on a oublié ce que c'était les Bucks. Et finalement, s'il y a bien une équipe qui est en train de nous montrer qu'elle est complètement en train de monter et qu'elle est dans la continuité de sa très bonne saison précédente, ce sont les Bucks, parce que finalement les Sixers, il y a eu pas mal de changements. Les Lakers, c'est une nouvelle équipe. Il y a les Nuggets sont dans la continuité. Les Nuggets sont dans la continuité, on peut le dire. Et on va en parler après. Les Blazers, ils auraient bien aimé être dans la continuité, mais malheureusement ça va pas dans le sens qu'ils auraient voulu. Tu vois, non, bien sûr. Les Celtics, on peut pas vraiment parler de continuité. Est-ce que t'as changé Kemba, Kyrie, nouvelle page. T'as perdu Horford et tout, c'est une nouvelle page, on est d'accord. Les Pacers, pour moi, c'est une nouvelle page. Toronto aussi. Les Raptors ont perdu Kawhi, donc à un moment donné. Et Danny Green. Voilà. Et ils ont récupéré un candidat MVP. C'est ça. Il y a des gens ce matin qui disaient sur Twitter que c'était le meilleur Camerounais de la ligue. Ah bah bien sûr. Doucement sur Joel Embiid, l'autre, il est en train de. Ça m'a fait rire de lire ça. Il est en train de faire des estimations. Ce qui n'est pas complètement impossible, mais enfin c'est quand même, attention, non, c'est quand même sûr. la conclusion bien native, ça. On aura l'occasion de reparler du magnifique match de Joel Embiid, 0 pointé face aux Raptors. Pour moi, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les Bucks sont en feu total. On est sur un bilan, au moment où on parle de 14 victoires pour 3 défaites. Hier soir, ils ont battu le Jazz. Et c'est surtout que quand tu regardes Milwaukee sur le début de saison, je veux dire, des équipes qui font des très bons débuts de saison, il y en a, tu viens de les mentionner. Mais ils ont quand même dû faire ça en grande majorité sans Chris Middleton, quoi. Chris Middleton n'est pas là depuis 7 matchs. Chris Middleton a joué 10 matchs. C'est ça. Et là, il y a eu 17 matchs de jeu. Depuis 7 matchs, Chris Middleton est blessé. Il y en a encore pour, de ce que j'en ai compris, que disaient les commentateurs, ce que j'écoutais hier, je regardais le match des Bucks avec les commentateurs locaux des Bucks. Excellent commentateur, Steve Novak. Ouais, franchement, Steve Novak, très bon, hein. Il commente aussi bien qu'il shoot. C'est ça. C'est vous donner à peu près une idée. The Belt. Ouais. non, c'est nickel. C'est bien, hein. Et il parlait Middleton. Et il parlait de Middleton, il disait qu'il y en avait encore pour quelques matchs, hein, donc c'est pas pour tout de suite. Ce qui est assez intéressant, donc on peut parler de ça tout de suite, hein, c'est que Middleton, donc, il faisait un bon début de saison, Middleton. Hein. Il est genre pas loin de 40% à 3 points, il a ses 18 points, il a ses 5 rebonds, ses 5 passes, enfin tu vois, genre du bon petit Middleton dans le texte, il défend plusieurs postes et tout. Quand il se blesse, on se dit, ah tiens... les Bucks, quand ils se blessent, les Bucks sont à quoi ? Sont à genre 7-3, un truc comme ça ? Oui, c'est ça, c'est à OKC, ils sont à 7-3. Ouais, ils sont à 7-3.
on se dit, qu'est-ce qu'il va faire Bud ? Bah Bud, moi pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Le mec a rentré Dante DiVincenzo dans le 5 majeur. Ouais, très très bon début de saison de Dante, que ce soit en attaque ou en défense. De là, le mettre en deux, en espèce de combo guard avec Bledsoe, les deux, là, tous les deux sur les lignes arrière. Après, le culot, il l'a toujours eu, Bud, on l'avait vu à Atlanta, dès qu'il faut modifier un peu ses 5, il n'y a pas de souci, ses rotations. Si tu es bon, quel que soit ton niveau d'expérience et ta présence dans la ligue, il va te responsabiliser. Et Dante DiVincenzo, il est suffisamment athlétique pour pouvoir rentrer dans l'identité des Bucks où en fait on va jouer vite. Il est infernal sur la ligne de passe, ça c'est quelque chose que j'avais pas vraiment en tête, c'est-à-dire que Dante DiVincenzo en fait dans sa lecture défensive et dans ses mimines rapides, il est super relou. Mais entre lui et Bledsoe, il est super relou. Les guards adverses, ils rigolent pas. Heureusement, les mecs sont pas hyper grands, ni l'un ni l'autre. Non, bien sûr, bien sûr. Imagine si c'était des mecs de 2 mètres. Bien sûr. Supra, mais là ça va. Mais tu es sur des mecs un peu plus petits. Tu sens pas trop du coup à l'absence de Middleton parce que DiVincenzo, il y a des joueurs qui pourraient être comme ça mais qui finiraient par être timides offensivement. Mais non, en fait, DiVincenzo, s'il fait une contre-attaque et qu'il intercepte un ballon et qu'il lance une charge offensive, il va jusqu'au panier en fait. C'est pas un mec qui se calme pour attendre Giannis, etc. Non, il rentre dans la mentalité Budenholzer où en fait, les 2 pieds sur l'accélérateur, j'y vais, je fonce. Et du coup, tu te dis, mais en fait, Chris Middleton, mais vas-y, mec, pars aux Caraïbes, il n'y a pas de souci. Reviens en 2020, il n'y a aucun problème. Il a filé 170 sur 5 par contre. Non, mais bien sûr. Et puis on sait, on n'est pas en train de remettre. C'est un peu embêtant. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, juste qu'on soit d'accord. Le script, les Bucks sont meilleurs sans Chris Middleton. Non, mais c'est comme tu sais, en ce moment, tu sais, les Nets sont vraiment meilleurs sans Kyrie Irving, tout ça. Non. Stop. D'accord. Ne commençons pas, Middleton, il est fondamental dans la réussite. La profondeur des effectifs des Bucks, parce que je rappelle. Et la qualité du staff de Budenholzer. Du staff de Budenholzer et la profondeur, parce que je rappelle que là, hier soir, exceptionnellement, contre le Jazz, il n'y avait pas George Hill. Mais sinon, George Hill a joué tous les matchs depuis le début de saison. George Hill, il sort du banc, il est à 51% au tir, et il est à. Combien il est ? Parce qu'à 3 points, il est 48%. Voilà. Middleton est à 40% à 3 points. Wesley Matthews est à 39% à 3 points. Les Dante DiVincenzo, les Pat Connaughton, ça, les Sterling Brown, ça t'en met 35, 36, 37%. Tu peux pas vraiment les laisser tout seul. En fait, entre guillemets, à part Bledsoe et Giannis, qui sont autour de 30%, qui sont un peu faiblards à 3 points, et Brook Lopez, qui se chie complètement dessus de loin sur ce début de saison. Il n'y arrive pas, Brook Lopez, sur ce début de saison. Les Bucks sont redoutables aussi sur le jeu extérieur. Bien sûr. Donc de toute façon, c'est... Oui, vas-y. Vas-y. Non, je disais juste, de toute façon, là, pour aller dans ce sens, ils sont en rating, ils sont 4e offensivement de la NBA, mais moi, je n'ai aucun problème à dire que c'est la meilleure attaque de la NBA, quoi. En fait, le truc, c'est qu'ils sont ultra relous en défense. Ils ont des joueurs athlétiques, ils ont des joueurs rapides. Ils ont en Giannis, on va revenir sur Giannis, cette espèce d'arme où tu peux le mettre sur le meilleur 3 adverse, sur le meilleur 4 ou sur le meilleur 5 avec ton espèce de 5 un peu, moi que j'aime beaucoup là. Qu'est-ce que c'est chiant à jouer là, avec Ilyasova, Giannis, des Dante DiVincenzo, quand Wesley Matthews rentre ses tirs ou en fonction de qui il a envie de mettre parfois sur les extérieurs. Robin Lopez Pat aussi Connaughton et tout, ils sont super relous. Et là, il a plein d'armes Budenholzer. La nuit dernière, contre le Jazz qui n'avait pas Rudy Gobert, Robin Lopez, il a quasiment pas joué. Et Brook non plus d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ils s'ajustent en permanence. Et donc, du coup, ils sont à quasiment 120 points tous les soirs. Le Jazz, ils ont voulu jouer au malin, à vouloir tout rentrer leur shoot à 3 points. Les Bucks ont dit, vous voulez jouer à ça, on va mettre plus de points que vous. Alors, en effet, il n'y avait pas Rudy. Donc, évidemment, quand tu joues. Le Jazz joue pas pareil quand il n'y a pas Rudy. Quand tu joues Milwaukee, quand tu joues une attaque comme ça alors que tu n'as pas ton meilleur défenseur, ça fait mal. Ça, c'est violent, mais. Moi, c'était. Alors, celui contre le Jazz, en effet, hyper impressionnant. Il y a pas mal de monde qui a regardé notamment le match contre Portland, où Giannis ne rentre pas forcément ses shoots. Et en fait, si je parle de meilleure attaque de NBA, c'est que Milwaukee a ce truc exténuant où tu es dans le match, tu tiens tête, et en 90 secondes, il te colle un 9-0. Oui. C'est super relou. Le public s'y met, ils prennent des rebonds, ils mettent des 3 points. Bien sûr. Il y a ambiance au Bradley. BMO, BHMO. Ils rigolent plus du tout. Mais même pour revenir, après j'ai d'autres matchs en tête, mais hier soir aussi, très bon exemple qui va dans ton sens. Avant qu'Yanis se mette vraiment en route, parce qu'entre guillemets, il avait que 18 points à la mi-temps, Yanis. Hier soir, il a quand même mis 50 pour ceux qui ont vu le match. Avant qu'Yanis se mette complètement en route dans le troisième quart, c'est Wes Matthews qui prend complètement feu de loin. C'est-à-dire qu'il y a un moment ils où ont tous carte blanche. C'est-à-dire que
T'as Bogdanovic et notre ami Ingles, là, les deux, roublards. Les deux roublards. C'est génial. Imblairable pour l'adversaire de jouer ce genre de mec. Le Jazz, très kiffant. On reparlera du Jazz, mais très kiffant, le Jazz, très intéressant, surtout quand tu penses qu'hier, ils avaient pas Gobert. Et que je suis désolé, Mike Conley, pour l'instant... Non, Mike Conley aussi, on en reparlera. C'est que l'ombre de lui-même, là, pour l'instant, c'est vraiment dégueu. Ouais. Mais les deux là, ils rentraient tous les tirs qu'ils voulaient. Donovan Mitchell, il commençait un petit peu à chauffer. C'est Wes Matthews qui rentre ses tirs. C'est Bledsoe qui drive tout ce qui bouge. Et puis tout d'un coup, il y a le Giannis qui se met en route. Et là, tu peux plus tellement. Enfin, c'est compliqué de tenir là. Tu peux rien faire. Ils ont cette espèce de côté de tsunami. C'est trop relou. Ils ont tous carte blanche. C'est-à-dire que Wes Matthews, c'est marrant, t'en parlais. Là, on en parlait un peu en off. Le côté. En fait, il est revenu donc de ses galères physiques. Il est passé par Dallas. Il a fait tendon d'Achille. Il est passé par Indiana. Il est passé par quelques. Il est passé par New York même. Hein. Il a fait. Ouais. En fait, il a fait New York. Il a fait Dallas, New York, Indiana. Voilà. Une galère. Et en fait, là, tu vas à Milwaukee. Il est titulaire depuis le début de saison, Wes Matthews. Bien sûr. Il accepte totalement cette carte blanche qui fait que, au-delà de sa célébration qui est géniale, il shoot dans tous les sens. Ouais. Et il y a une pure ambiance de groupe. C'est-à-dire que certains l'ont vu et tout, ça se marre. Wes Matthews et Robin Lopez, ils font du catch avant le match et tout. Enfin, ils s'éclatent entre anciens. Parce que c'est une équipe aussi avec du daron. Hein. Et il y a de l'expérience. Il y a les mecs entre Korver, George Hill, Ilyasova. Il est pas arrivé hier dans la ligue. Hein. Les frères Lopez, etc. T'as des mecs qui sont là depuis quasiment 10 ans, plus de 10 ans NBA. George Hill. C'est ça. Et George Hill. Tu le mentionnais là tout à l'heure, pour moi c'est le symbole de cette espèce de bon début de saison en foot à Milwaukee. C'est un détail qui est passé assez inaperçu, mais Eric Bledsoe a enchaîné 5-6 très très bons matchs offensivement pour prendre notamment le lead. Et il y a eu un match, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est celui juste avant, je crois que ça va être celui de Portland, où en fait Bledsoe sur les rotations habituelles assez fixes de Budenholzer, il commence à prendre chaud. Budenholzer va voir George Hill et lui fait vas-y c'est à toi, et George Hill il fait non regarde comment il est en feu là, let's go. Et ça c'est génial, c'est le signe d'une équipe qui fonctionne bien quand George Hill te dit genre ok laissons Eric Bledsoe, il est bien, il est responsabilisé, il a lâché des trentaines sans problème, et du coup les Bucks ont ce côté tsunami en attaque, c'est terrible. Disons que quand tu regardes Bud, il utilise vraiment potentiellement 12 joueurs depuis le début de saison. Il y a que Bender, le mec qui a le moins de temps de jeu. Non, il y a DJ Wilson qui souffre un peu, qui a moins de 8 minutes par match. Thanasis Antetokounmpo 4 minutes par match, et à Bender 2 minutes. Mais sinon, tu prends 12 mecs, le mec qui a le moins de temps de jeu, c'est Robin Lopez, 13 minutes. Mais je veux dire, même Kyle Korver, Ilyasova, Sterling Brown, ça joue 15-17 minutes. Connaughton, Vincenzo, ils sont dans le 17-20 minutes. Enfin, je veux dire... Ouais. C'est badant. C'est attention. Je veux dire, Giannis, qui est le plus gros temps de jeu, joue 33 minutes. Hein. Ouais, parce qu'ils sont capables de mettre plus 10, plus 15. Hein. Tourne à 31 points, 14 rebonds, 6 passes et demi, 1-5, 1-5 en contre-interception en 33 minutes de jeu. Hein, lui, on va y revenir. Parce que Justin. Lui, il est en load management. Lui, on va y revenir. Ils y vont doucement sur lui, parce qu'ils voudraient pas qu'il se blesse. Mais ils ont la 4e meilleure attaque, 7e meilleure défense, je crois. Enfin, une de ces rares équipes dans le top 10. Ils ont une grosse pace. Ouais, regardez la pace de nos amis les Bucks, mais attention. Ils sont premiers. Oui, voilà. Mais... Ça c'est fait. Ils ont la plus grosse pace de la ligue. De toute façon, depuis que Budenholzer est arrivé, je crois depuis le premier jour, ils ont dit on va galoper nos races, quoi. Donc comme ils ont la plus grosse pace de la ligue et le 4e plus gros rating offensif, ils sont l'attaque la plus prolifique en termes de points marqués. 119, ouais. Presque 100, 119,9. Tu es sûr de te prendre 115 points par les Bucks, dans les très mauvais jours la centaine, et dans les très très bons 150. Hein. Tu peux. Et une multitude de mecs qui sont capables de te mettre entre 6, 7 et 12 points, quoi. T'as 5 ou 6 mecs capables de faire ça. Et tous les soirs. Et tu sais pas lesquels ce sera. C'est relou. Ça, c'est le côté imprévisible qui est hyper relou. Il y a eu 3 défaites, donc, cette saison. Miami, à Boston. Ouais. Et justement à Utah. Ah oui, et à Utah sur le shoot de Bogdanovic. À Utah, c'est un shoot au buzzer. Bogdanovic. À Boston, celle-là, elle est vraiment pas facile parce que tu t'es fait rattraper bien par des Celtics qui ont vraiment joué leur vénère, ils ont trop bien joué, ils t'ont dominé. Ça, c'est une vraie défaite. Oui. Contre Miami, c'est le deuxième match de la saison. Ouais. Ça va en prolongation. Et voilà, tu te prends un rempart défensif. Contre Miami, on a vu Miami cette saison, ça peut arriver. Ça peut arriver totalement. Le bilan pourrait être vraiment... Il n'y a aucune défaite inquiétante.
Non. Vraiment, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a Non. pas de défaite où tu te dis « Ah, là, on a vu des trucs qu'on n'avait pas envie de voir ou quoi ?» Ah si, quand même. Si. Quoi? Bah après, moi c'est vraiment perso, hein, mais c'est, tu vois, par exemple contre on en avait parlé, je crois, en une des toutes premières vidéos de la saison où c'était les tendances négatives ou quoi que ce soit. Contre Miami, il y avait vraiment le rythme décélère, le jeu devient demi-terrain avec des possessions longues, les Bucks et notamment Giannis redeviennent prévisibles dans leur jeu à mi-distance. Oui, c'est vrai. Et on a été les premiers à en parler je crois, dans les tendances négatives. Ça a été, attends, c'est rarissime, hein, je veux dire, il y a eu ça. Et il y a eu quelques autres petits matchs comme ça. Celui contre Portland, il est remporté parce que Milwaukee est juste meilleur. Mais je veux dire, il y a de la marge de progression encore. Ah bah oui. Bien sûr. Il y a de la marge de progression sur plusieurs points. Notamment sur quand Middleton... Après, en même temps, Middleton n'est pas là depuis 7 matchs. Mais quand il n'est pas là, par exemple, on l'a vu contre Portland. On l'a vu contre le Jazz la nuit dernière. On l'a vu aussi quelques matchs avant. C'était qui? C'était Orlando? Non. Attends, je vais te dire qui c'était. Quelques matchs avant... À OKC? Non. À OKC, c'est dur. Hein. Oui, à OKC, ça a été dur. Bon, ils finissent par l'emporter, mais ça a été ric-rac. C'est peut-être OKC, alors que j'ai en tête. En tout cas, genre... Il était là, Middleton, contre OKC, c'est pour ça, non? Non, c'est le match où il se blesse? Je suis pas sûr. Moi, je crois qu'il était là, Middleton, contre OKC. Dans ma mémoire. Non, mais je crois que c'est Portland, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que Giannis est le principal créateur de cette équipe, maintenant. J'aime bien Bledsoe, j'aime bien George Hill et tout, mais Giannis, c'est celui qui a le plus gros usage rate, bien évidemment, et qui non seulement va scorer, non seulement les adversaires essayent de le pousser à prendre des pull-ups à mi-distance ou à 3 points, évidemment, mais il distribue, Giannis, plus de 6 passes d'ess par match, et d'une manière générale, si c'est pas lui qui fait la passe d'ess, des fois il fait la hockey assist, c'est-à-dire qu'il fait une passe qui fait tout le décalage, et comme Milwaukee ne rechigne pas sur les extra passes, tu te retrouves en deuxième passe après Giannis avec un mec tout seul ouvert. Ça, on le voit beaucoup. C'est très Bud basketball d'ailleurs, ça. Quand il n'y a pas Middleton, parce que Middleton fait très bien aussi, très sous-estimé en création, Middleton. Oui. Il fait des différences en dribble et tout. Puis lui a le mid-range dont Giannis rêve. Et lui, exactement. Lui, le problème, c'est que le défenseur, il peut pas trop la jouer. Vas-y, Middleton shoot, quoi. Ça, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Donc, t'es obligé de le coller. Excellent au poste, un pick and roll. Ouais, exactement. Et puis, quand même, non, franchement, très bon joueur. Après, il manque peut-être de régularité parfois et d'agressivité peut-être vers le cercle, des choses comme ça. Par contre, Giannis, en termes d'agressivité vers le cercle, là, je pense que ça va. Bref, quand il n'y a pas Middleton, il y a ces petites limites qu'on voit parfois de Milwaukee qui reviennent à quand il y a face à Miami. Pourtant il y avait Middleton, hein, mais ça se voit encore plus quand il n'y a pas Middleton. C'est effectivement, comme tu disais, la création sur demi-terrain. Quand Giannis se retrouve un peu dans une sorte d'entonnoir et qu'on l'oblige à shooter, on voit bien, on sait pas trop à qui filer la balle. Le jeu un peu fer à cheval, là, c'est quand Brook Lopez met pas ses tirs, bah c'est un peu casse-couille. Donc évidemment, il y a de la marge de progression, mais malgré ça, malgré le fait que Brook Lopez soit pas foutu d'en rentrer un depuis le début de saison, malgré le fait que Middleton est blessé depuis 7 matchs, c'est très bien. Cette équipe est très compliquée à jouer, parce que même quand tu la forces à réduire et à jouer demi-terrain, des possessions longues, t'es pas sûr de gagner. Non, c'est sûr. C'est compliqué, quoi. Il joue vraiment tous les soirs avec ce côté équipe qui veut être championne. On veut pas vous laisser respirer. Si on peut vous mettre plus 20 dans le premier quart, on y va. Ah ouais, alors là, par contre, pour ça, ils sont relous. Et ça, pour ça, ils sont vraiment très forts. Donc, moi, vraiment, je vais surveiller de très très près les scénarios, matchs un peu serrés face à des équipes vraiment élites dans le quatrième quart. Ouais. C'est-à-dire que quand tu affrontes Portland, par exemple, Portland, ils reviennent bien dans le match. Ils reviennent, mais t'es pas stressé, ils sont moins forts. Il n'y a pas Lillard, tu dépends de Melo, McCollum, Scalabissière, ça va. Tu mets un run de 9-0, terminé. Et c'est ce qui s'est passé, et donc Milwaukee a bien fini. Mais les 2 défaites, elles sont contre Miami et Boston. J'ai hâte de voir justement ce que ça va donner contre certains. Des équipes fortes tactiquement. C'est ça. La très très mauvaise nouvelle pour mes envies, c'est que c'est pas du tout ce qui est prévu au programme. C'est-à-dire que Milwaukee, en plus, là, ils ont remporté donc 14 de leurs 17 premiers matchs. Tu as 10 des 14 prochains à la maison. Et je te fais juste le classique, tu joues contre les Hawks. Attention aux 150 points sur la tête des Hawks. Si vous en mettez 130, ça ira, mais si vous en mettez que 92... Non. Ça va être violent. À Cleveland, contre Charlotte, face aux Knicks.
à Détroit, face aux Clippers. Ça, c'est intéressant. Le 7 décembre, vous l'entourez. En espérant qu'il n'y ait pas de fin de Doc Rivers, de petits saligots. Attends juste, que je termine bien pour... les Clippers qu'il a load managé Kawhi déjà contre les Bucks, je veux dire. Si. Ouais, c'est ça. Orlando, New Orleans, Memphis, Cleveland. Donc je répète, tu vas jouer les Hawks, les Cavs, les Hornets, les Knicks, les Pistons, le Magic, les Pelicans et les Grizzlies et encore les Cavs. Ils peuvent vraiment en gagner beaucoup. Ils peuvent vraiment en gagner beaucoup. Et là, ils se respectent. On n'est pas en train de dire qu'ils vont faire 10-0, mais tu peux en fait. Mais ils peuvent en gagner beaucoup. Attention à Milwaukee qui peut créer vraiment un écart. Ils ont envie. Et au centre de tout ça, évidemment, on a Monsieur Giannis dont on va pouvoir parler un petit peu plus en détail parce que le collectif est super et bien léché. Mais nous, dans les 30 prévus en 30 jours, je crois que justement, on attendait avec impatience de voir comment Giannis allait aborder la saison après ce que tu as dit, tout le backlash qu'il y a eu pendant la finale de conférence. Bon, il est fâché. Il est fâché. Il est tout fâché. Il va avoir 25 ans seulement en décembre, hein, monsieur. Hein ? Ouais. T'as failli riper du coude. Il va avoir 25 ans en décembre. C'est indécent. Il a... En plus, il y a vraiment un truc que je kiffe. C'est un secret pour personne hein, que je kiffe Giannis, mais il y a vraiment un truc que je kiffe chez lui. C'est son leadership. Putain. Là, hier ou même contre Portland, il shoot très mal. Il shoot très mal, hein. Ça se finit en 9 sur 28 ou 9 sur 26. 27, ouais. Voilà, c'est ça. C'est quand même pas terrible. N'empêche qu'il domine quand même. John Stockton. Il tire quand même son équipe son équipe vers le haut, quoi. Ah, il a lâché 15 caviars. Hein. Et il a dit, c'est pas grave, je vais contribuer ailleurs. Premièrement. Deuxièmement, contre nos amis de Détroit. Bon, là, il s'est fait une petite balade de santé tranquille, sans forcer. Hein ? Quand il y a besoin de lui qui score beaucoup, il score beaucoup. Contre le Jazz la nuit dernière, où il met quand même 50 points, donc c'est son season high, sachant que son career high, je crois, c'est à 52, donc il n'est pas passé bien loin. Il commence le match, il y a un moment, je crois, il est à 1 sur 6 au lancer. Enfin, en fait, il fait 1 sur 2 lors de son premier passage, et après, il en rate 4 de suite. Et qu'est-ce qu'il fait Giannis dans ces moments-là ? Il continue à attaquer le cercle. Parce qu'il n'y a pas Gobert, parce que j'aime bien Tony Bradley, j'aime bien Joe Ingles ou Bogdanovic, ils font un peu ce qu'ils peuvent et tout, mais il n'y a personne là-dedans qui peut ne serait-ce qu'empêcher Giannis d'aller au cercle. Ah, il n'a pas peur du challenge. Il continue à demander la balle au poste, dès qu'il voit que c'est Jeff Green sur lui, ou des trucs comme ça, donc Jeff Green, défenseur tout à fait honnête, mais à aucun moment il peut tenir Giannis au poste, c'est impossible. Il continue, les mecs continuent à essayer de le défendre, donc font des fautes sur lui, et petit à petit, il se met à rentrer quelques lancers. Il était à 0 sur 4 à 3 points. Il continue à les prendre si la situation le demande. Ouais. Et tout ça en associant ça à de l'attaque de cercle. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas Gobert hier pour le Jazz, donc tu peux pas prendre ce match en référence dans le sens où je pense que quand même quand il y a Gobert, c'est un peu plus compliqué d'attaquer le cercle du Jazz. Même si Giannis a bien aimé monter sur Gobert aussi. Tout Giannis que tu es. Ah, tout à fait. Mais en tout cas, le Jazz a été très longtemps devant au score dans ce match. Ils ont trop bien shooté, ils ont extrêmement bien joué le Jazz dans ce match. Mais c'est une des 3 équipes qui a fait tomber Milwaukee cette saison. Hein. Voilà, ils jouent très bien. Attends, le Jazz très bien. Quand ça arrive une fois à domicile, d'accord, mais Utah joue vraiment bien Milwaukee. Quoi. Ils jouent trop bien Milwaukee, ils jouent trop bien d'une manière générale, ils s'adaptent tout le temps et tout. Et donc Giannis, il a ce côté, genre, on y va les gars. Genre, on continue. Genre, tu sais, il a le côté marteau-piqueur, quoi. Ouais, bien sûr. Ça rentre pas, bah, tu vois, ça va finir par rentrer. Non, il a vraiment la haine, ouais, ce côté, certains le demandaient s'il avait bossé, etc., avec Kobe ou d'autres et tout. Il y a vraiment une espèce de mentalité. On a vu un peu ce qui se passe avec, notamment R.J. Barrett qui arrive chez les Knicks. Ces joueurs qui vraiment ne prennent aucun... Il prend aucun match et aucune action off, en fait, Giannis. Tous les soirs, quand il se ramène sur le parquet, t'as l'impression qu'il va vouloir se donner à 2000% comme si c'était son dernier match, ce qui est hyper plaisant à regarder. Parce qu'il prend n'importe quel challenge, que ce soit offensif ou défensif. Des deux côtés, voilà, exactement. Des deux côtés du terrain. Sur le jeu en lui-même, il y a eu des vrais progrès. Dans la création, c'est net. Parce que sur le jeu de passe, il y a des nouveaux types de caviar. Il y a des nouvelles lectures. Il y a une nouvelle patience par moment. Il y a ce que tu mentionnes là sur les sélections de shoot, c'est-à-dire... Je continue, j'ai pas peur, et c'est le signe d'un joueur qui est confiant, ça. D'un mec qui ne rechigne pas et qui va se dire, si je lâche un gros airball comme il est encore capable de le faire, il a lâché encore des one leg. Hier soir, il fait des fade away. C'est border airball, quoi. C'est pas airball, mais ça touche le début du cercle, le devant du cercle. Allez, il y a du airball. Ouais, il y en a eu, mais c'est pas grave en fait. Continue. Et continue.
Et ça, pour les coéquipiers, c'est c'est génial. Suivre de ouf. Et c'est des deux côtés du terrain, parce que quand tu fais un airball, il y en a plein qui regardent leurs mains, qui commencent à souffler, qui cherchent leur coéquipier, etc. En défense, Yanis. Et ouais, mais même pas ça en plus, c'est surtout, en fait, il va continuer à shooter. Et en défense, s'il faut qu'il termine sur un poster, s'il faut qu'il monte justement au contre et qu'il finisse numéro 1 du top 10, mais du mauvais côté du top 10, il y va. Puis surtout, il y va. Tout à fait, ça, il y a le côté comme ça, il a pas. Et ça, en leadership, c'est. Et surtout, les close-out de Yanis sur les extérieurs, quand il joue 5, les close-out sur les extérieurs, quand il switch, genre Milwaukee ne fait jamais prise à 2 sur personne. Jamais. Ils se permettent, ouais. Ils se permettent. Ouais. Parce que soit ils ont un mec à la Yanis ou à la Middleton devant le porteur de balle, soit ils ont des mecs à la Yanis ou à la Middleton qui peuvent venir en aide. Ou Brook Lopez qui, faute de rentrer les 3 points, a quand même vachement progressé en protection de cercle depuis qu'il joue pour les Bucks, quand même, on peut le dire. D'ailleurs, c'est lui hier qui contre, je ne sais plus, je crois que c'est Donovan Mitchell ou je sais plus qui drive sur la fin, là, c'est Brook Lopez, hein, qui fait péter le contre. Mais oui, non, Yanis là-dessus, voilà, leadership pour moi, monstrueux. Et on l'a beaucoup mis de côté dans une course en 3 lettres, hein, sur le début de saison. On a vu LeBron nous démarrer sa saison tambour battant, revenge season, hein, le hashtag, on l'a tous vu. Donc les Lakers c'est très bien et LeBron aussi en premier. On a vu Harden nous claquer des 40, on a fait des apéros d'ailleurs, trash talkers, hein, évidemment, on repart, hein, puisque depuis les Rockets sont une équipe de Pro B, hein, depuis l'apéro. Et on a vu évidemment Luka Doncic nous faire des dingueries. On a beaucoup et on prend beaucoup pour acquis ce que nous fait Giannis tous les soirs. Lui, l'apéro, Doncic, ça n'a pas l'air de lui poser de problème en termes de curse. Non, de toute façon, il picole alors qu'il n'a même pas l'âge. De curse, donc il n'y a pas de souci. Mais Giannis, ouais, il faut envisager un scénario, qu'on a peut-être un peu zappé, qui n'est pas uniquement celui de faire le back-to-back MVP. Parce que là, vu comment il est parti, t'as vraiment l'impression qu'il veut l'avoir. 31 points, 14 rebonds, 6 passes et demi. Pour le meilleur bilan, le meilleur bilan de l'Est. Et que tu peux encore avoir le meilleur bilan de NBA pour peu que tu continues à avoir les deux pieds sur le. À mon avis, il y a moyen qu'il ait quelques votes. Hein. C'est ça. que les journalistes veulent un peu de nouveauté ou pas, on s'en bat les couilles. Là, pour le coup, Giannis est trop dominant. Et il pourrait largement être dans la discussion des Olajuwon ou Jordan, ou sur la même saison, tuer MVP et défenseur de l'année. Là, il a un niveau de domination des deux côtés du terrain qui est trop important pour faire les aveugles. Il est trop fort, là. C'est vrai, il est trop fort. Il est trop fort et tu sens qu'il travaille. C'est-à-dire que moi, je veux bien voir s'il arrive à emmener son shoot à 3 points jusqu'à un fiable 33-34%. 33%. Ouais. Parce qu'hier soir, les moments où le Jazz a très mal, c'est les passages, alors il y a les passages de Wes Matthews, mais après il y a les passages de quand Yanis, un drive, 2 drives, l'attaque d'après il se pose en pull-up, en remontant la balle, il se pose en pull-up et il se met un 3 dans la bouche. Oui, un 3 dans la bouche, ça tout à fait. Ça c'est relou, hein, parce que là, si tu dois sortir sur Yanis, je pense que Milwaukee va commencer à être vraiment très compliqué à défendre. C'est ça. Très très compliqué à défendre. Donc Giannis à l'heure actuelle, on va dire qu'il est droit dans les yeux de LeBron dans la course de MVP. Hein. Je pense que les deux sont clairement. Ils ont un petit cran, je trouve, au-dessus de Luka et Harden. De Luka, ouais. Oui. Luka, quand même, avec les Mavs, là, c'est quand même. Non, mais attends, je veux dire, c'est un bon joueur de basketball. Si t'as envie que je te dise des choses, j'aime bien enfoncer des portes ouvertes. Mais là, pour le coup, c'est vraiment les deux meilleurs joueurs des deux meilleures équipes de NBA. J'adore Dallas, hein. Voilà ce que sont en train. Enfin, il y a un autre Disons step quand même. Le truc, c'est que Dallas, ce que fait Luka par rapport aux expectations de Dallas, c'est énorme. C'est ça. Maintenant, si Dallas reste top 3 ou 4 de l'Ouest, et que l'autre à 20 ans, il est en 30-10-10, on va quand même peut-être en causer quand même. On va en discuter, c'est sûr et certain. Mais tu vois, par exemple, la différence avec les deux, et ceux qui ont vu notamment le Lakers Spurs hier soir peuvent en attester avec la taille de la balle depuis. LeBron et Giannis, il y a un challenge de savoir qui va être le meilleur des deux côtés du terrain et revenir sur ce côté two-way player. Ah là, ça qui est hyper bon. J'adore Luka, mais bon, on n'est pas du tout dans ce genre de conversation actuelle. C'est un peu plus compliqué. Et là, vraiment, LeBron s'investit, Giannis s'investit et. Mais il fait gagner, Luka. Hein, il fait gagner. Et tout à fait. Mais c'est juste, ne prenons pas trop pour acquis parce qu'il y a eu une finale de conférence un peu troublante. Ce que nous propose Giannis tous les jours, c'est ouf. Je pense que c'est le joueur le plus dominant de la ligue actuellement. Je pense que c'est Giannis Antetokounmpo. Je vois que LeBron actuellement pour lui éventuellement lui contester ça.
Ron, il a Anthony Davis. Oui, bien sûr. Même. Non mais j'aime bien Middleton, mais c'est pas Anthony Davis. Non, bien sûr. Mais envie de voir des envie de voir. Moi, je prends rendez-vous avec des fins de match face aux grosses équipes élites. Ouais, il y a les Clippers qui débarquent et évidemment on retient jusqu'au 25 décembre, 20 décembre. 7 décembre, Clippers à domicile. 20 décembre, Lakers à domicile. Ça, c'est bien. 25 décembre, déplacement à Philadelphie. Les Raptors ? Tu l'as un peu, les Raptors ? Quand est-ce qu'ils jouent Siakam ? Ça peut être sympathico comme petit duello, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Putain, j'ai 26 février là. Attends, c'est dans pourtant ils doivent se jouer... Ah non, parce qu'ils se jouent 2 fois. Ah oui, ils se jouent le 2 avril et le 4 avril en Home and Away. Ah, c'est moche ça. Ouais, c'est moche. Donc on va devoir attendre. Ok. Non mais rien que déjà, Kawhi là le 7 décembre ce sera pas mal. Et face aux Lakers quoi. Si sur TNT là tu fais une dinguerie et le 25 décembre t'enfonces les Sixers. Parce que l'année dernière les Sixers... tu sais, il y avait le débat sur MVP, etc. par rapport à Dan. Il avait fait une dinguerie, c'était à Philadelphie, là, le match à 40 points où il allait contrer Embiid et tout. Et vu ce que nous propose Joël en ce moment, il y aura des comptes à régler, comme on dit. Ça va être fort sympathique. Ah, la vache. Non, mais d'un côté, il y a Yanis qui a rien dit de l'été, qui est revenu tout vénère. De l'autre côté, il y a Joel Embiid qui a fait que d'ouvrir sa grande bouche. Et bon. Il y a moyen que ça ait motivé le Grécos, quoi. Que ça l'ait motivé, et puis surtout, il y a moyen qu'on commence gentiment à se moquer de Monsieur Joël, quoi. Hein, attention. Parce que bon. Jusqu'à ce que peut-être le 25 décembre. C'est bien, mais. Attention, le 25 décembre. L'autre, il va nous ramener un 50-13. On va ouais, mais bon, c'est bien de faire un 50-13. Moi, je préférerais qu'il ait moins de trous d'air. C'est un autre sujet. Genre des 0 sur 11 au shoot en 32 minutes avec 4 ballons perdus. Voilà, dans une défaite. C'est ça. Donc du coup, dites-nous ce que vous pensez surtout du début de saison des Bucks, de ce que Giannis nous propose en ce moment. Où est-ce que vous le classez aussi dans la course au MVP ? Parce que on sait qu'en ce moment, tous les matins, on se réveille. Moi, c'est Harden, moi, c'est LeBron, moi, c'est Luka, moi, c'est Giannis. Et nous, on se revoit bientôt. En tout cas, les Bucks se positionnent en ce qu'ils sont. C'est-à-dire un prétendant au titre. Ne prenons pas pour acquis ce que font les Bucks et Giannis. On est bien d'accord. Des bisous et à très vite sur l'apéro Trash Talk.